De milieux défavorisés, pardon. Donc, on va pouvoir lancer le débat. Alors tout d'abord, l'équipe de deuxième année de GEA de l'Université de Lille 1 a l'honneur d'organiser ce soir un débat dans le cadre d'une série de 6 forums étudiants conduits par le Cercle des économistes dans 6 grandes villes. Les meilleures propositions retenues au cours de ces forums sont exploitées au cours des rencontres économiques d'Aix-en-Provence du 1er au 3 juillet prochain. Ce forum, dont ce sera la 16e édition, rassemblera 250 universitaires, chefs d'entreprise, étudiants, représentants politiques et d'institutions venant d'autres pays. Les deux personnalités qui nous font l'honneur d'animer le débat ce soir sont messieurs Xavier Bertrand, président du conseil régional de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, dorénavant Hauts-de-France, et Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes. Merci à vous d'être venus. Monsieur Xavier Bertrand est président du conseil régional depuis novembre 2015. Titulaire d'une maîtrise de droit public et d'un DE2S d'administration locale, il est élu député en 2002, 2007 et 2012. Il a fait partie à plusieurs reprises de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Il a été secrétaire d'État auprès du ministre de la Santé dès 2004 et a occupé de façon quasi continue, de 2004 à 2012, les fonctions de ministre de la Santé puis du Travail. Monsieur Bertrand a renoncé à son mandat de député pour se consacrer exclusivement à sa nouvelle fonction de président de la région. Monsieur Bertrand, la parole est à vous. Ok, et je vous parle tout de suite de quoi, là? Petite pause. D'accord. Donc je vous présente. Je peux présenter le Cercle des économistes si vous voulez, mais moins bien que le Cercle des économistes. Hein. D'accord. Donc, je veux pas tout chambouler non plus. Hein. Pardon, excusez-moi. Donc, monsieur Jean-Hervé Lorenzi est docteur en sciences économiques, agrégé des facultés de droit et sciences économiques. Il a occupé de hautes fonctions au sein du ministère de l'Industrie dans les années 80, a été conseiller auprès du ministre de l'Industrie, puis du Premier ministre au début des années 90. De 1992 à 2012, il a enseigné l'économie à Paris-Dauphine. Actuellement membre de plusieurs comités ou directoires dans le monde de l'économie, il préside le Cercle des économistes et a publié de nombreux rapports ou ouvrages dans ses domaines d'expertise, à savoir notamment l'économie, la technologie, l'innovation, la croissance, la démographie, l'économie industrielle et l'assurance. Son ouvrage tout récemment publié, intitulé « France, le désarroi d'une jeunesse », nourrira certainement le débat de ce soir. Merci d'être là ce soir. Merci. Je ne voudrais pas du tout enlever à la réelle vedette de cette soirée, c'est-à-dire Xavier, la prééminence, mais comme je voudrais le remercier, c'est toujours plus simple de remercier les gens avant qu'après. Alors je voudrais juste vous dire 2-3 petites choses simples. Petit 1, c'est formidable d'être ici ce soir. Formidable. J'ai raconté à mon collègue Rollet que j'avais démarré comme assistant pendant 1 an dans un département de l'IUT de Grenoble qui s'appelait le département de technique de commercialisation, et ça avait été un très très grand souvenir. C'était sympa, les étudiants étaient sympas, ils étaient de très bonne qualité. Vous pouvez applaudir de temps en temps, hein, parce que quand on parle de vous. Et ils étaient, dans l'ensemble, c'était c'est un très bon souvenir. Peut-être 2-3 mots de remerciement pour les uns et les autres, et puis vous expliquer ce qu'on essaie de faire, pourquoi c'est si important, et pourquoi les conclusions que vous allez tirer ce soir de ces débats, ces votes, nous allons les reprendre de manière, j'espère, très efficace à Aix. Xavier était venu à Aix il y a 2 ans, plusieurs fois, et tu vas revenir, mais je ne sais pas si, partant des Hauts-de-France, c'est possible d'aller au bas de France, mais quoi qu'il arrive, tu es évidemment invité par toutes les équipes du Cercle. Alors, remerciements d'abord à lui, parce qu'il vient de passer des jours difficiles, c'est compliqué, de président. Il a quand même monté, j'allais dire, en termes politiques, une opération de rassemblement de tous les démocrates de ce pays dans sa région que je trouve formidable. Mais
il est, et c'est là normalement, il est prévu dans le programme, que vous applaudissez. Je voudrais évidemment remercier le président de l'université, mon collègue Rollet. Nous nous sommes connus il y a quelques années. Il avait fait une thèse, pour ça que je lui ai redemandé ce qu'il avait fait comme travail, une thèse sur l'Europe, mais comme on la voyait avec les yeux des jeunes des années 75, 85. Et objectivement, aujourd'hui, il y a du boulot pour retrouver cette image positive, mais c'était une thèse qui était très remarquable. Je voulais évidemment remercier aussi le professeur, le patron de l'IUT, tous les départements, Monsieur Benchimoun, qui est un mathématicien. Alors, j'ai du mal à comprendre pourquoi un matheux se retrouve ici, mais j'espère, comme l'objectif des IUT, c'est de former des gens à des choses très opérationnelles, j'espère que il dirige. Voilà, il dirige, quoi. Pas trop de maths. Et puis je dois remercier la personne le professeur qui a organisé tout ça, coaché tout le monde, qui est Stéphanie Molins. Excusez-moi de vous dire. Voilà. Alors, après avoir remercié tout le monde, je voudrais vous dire en 2 mots quel est l'objectif du cercle des économistes. Alors, le cercle des économistes, d'abord, c'est 30 économistes. Tu es d'accord que ce ne sont pas les plus mauvais? Mais ils sont même très bons. Il a raison. Ils sont très très bons et qui essayent d'animer le débat économique dans notre pays. On a vu encore à propos de cette affaire de loi sur le travail que quelle que soit la position qu'on peut avoir, le débat dans notre pays est quand même pas tout à fait rigoureux et donc là aussi il y a du travail et c'est la raison pour laquelle ce cercle, qui est composé de gens qui ont des sensibilités très variées, évidemment pas porteurs d'un discours politique de soutenant les uns les autres, mais la volonté c'est d'essayer de travailler de la manière la plus positive pour le débat dans notre pays. Et pour faire cela, nous avons, il y a exactement 15 ans, créé les rencontres économiques d'Aix-en-Provence qui, au fond, sont une sorte de Davos provençal. Enfin, c'est comme ça qu'on le présente. Quand on est vraiment très très gentil, on dit c'est le Davos européen, pour dire plus chic. Quand on est moyennement gentil, on dit c'est le Davos français. Quand on est un peu rigolard, on dit c'est le Davos provençal. Moi, je trouve que Davos provençal, c'est pas si mal que ça. Bon, donc chaque année, nous sommes en gros 3, 4 000, 5 000. Chaque année, ça augmente. Je crois qu'il y a maintenant 5 000 personnes qui participent à ces 2 jours de rencontres qui se prennent un thème et puis ont 20, 30 sessions très travaillées avec un tiers d'académiques comme Rollet ou moi, un tiers de politiques comme Xavier ou d'institutionnels ou des présidents de régions ou des présidents ou des gouverneurs de banque centrale et puis un tiers de chefs d'entreprise puisque ce sont les gens qui nous aident à monter tout cela. Cette année, on s'est pris un thème qui est un thème assez lourd. On sera à 8 mois de l'élection présidentielle et le sujet choisi, c'est dans un monde de turbulence. C'est vrai que ça bouge dans beaucoup de pays. Qu'attend-on d'un pays? Mais derrière ce qu'attend-on d'un pays, d'ailleurs ça se retrouve dans le concours que nous lançons, c'est quand même beaucoup qu'attend-on de la France. Comment on peut essayer d'améliorer les choses? Et donc on va travailler pendant ces 2 jours avec beaucoup de gens qui vont venir, mais au fond la tradition d'avoir un auditoire qui est plutôt composé de gens soit en pré-retraite, soit en préparation à l'après-retraite, mais ça manquait un peu de jeunes. Donc on a imaginé il y a 3 ans de monter un concours, qui est un concours donc qui permet de recruter, de choisir dans toute la France une centaine d'étudiants, même quand je dis une centaine, c'est très précisément 100 étudiants, et de leur dire venez, on vous invite, on va bien vous organiser ces 2 journées, et vous serez pour partie un bout de cet auditoire qui doit se rajeunir. Mais ce n'était pas suffisant. Et cette année, nous avons décidé de créer, vous l'avez dit tout à l'heure, mais je le reprécise, nous avons créé 6 forums.
Ça a démarré il y a exactement une semaine, 10 jours. C'était à l'école polytechnique. Et le thème, c'était qu'est-ce que ça veut dire que faire partie des élites aujourd'hui? Faites partie des élites. Quand on fait des études, on fait partie des élites. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Vous, c'est est-ce qu'il y a une égalité des chances? Thème formidable. On va aller à Strasbourg, on va s'interroger sur qu'est-ce que c'est que les migrations en Europe. Après, on va aller à Grenoble, on va dire comment est-ce qu'un pays comme le nôtre, à travers sa jeunesse, peut booster la technologie. On va aller à Clermont-Ferrand, là où il y a Michelin, on va s'interroger sur le thème de qu'est-ce que c'est que l'entreprise demain. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller travailler dans une entreprise? Puis on terminera par Aix-en-Provence, où le thème c'est comment est-ce qu'on vit en Méditerranée avec à la fois les aspects positifs et puis les drames qu'on peut connaître aujourd'hui. Voilà, ces 6 thèmes. Et l'idée que nous avons, c'est que les conclusions que vous allez sortir dans quelques minutes sont des conclusions qui vont être les propositions qui vont être reprises tout au long de ces 2 jours, notamment on a toute une journée qui est consacrée pour partie à la formation, et ce sera là vos propositions qui vont être mises en avant. Voilà. Donc l'objet est absolument majeur. Il y aura donc, je crois, 3 propositions. Par ailleurs, je tiens à dire, parce que je les remercierai tout à l'heure, mais les étudiants qui ont monté cette affaire sont évidemment invités à participer. J'ai le droit de le dire. Hein. Donc ils ont gagné le concours. C'est vachement sympa et c'est un concours qu'on peut gagner comme ça. Youp la boum. Pas très, et vous notamment. Et ils ont beaucoup travaillé. Et tout ça pour dire, et je me retourne maintenant vers Xavier, qui est un homme politique très important dans notre pays. On va essayer, tout au long de ces 2 jours, on va dire quelle est la manière scientifique, économique, politique d'exprimer, au fond, ce que les problèmes et les solutions qu'on peut trouver pour notre pays. Mais derrière tout ça, et dans les propositions, il y aura, notamment le samedi qui sera consacré à ça, une vingtaine de propositions qui viendront de ces 6 forums qui auront été montés. Alors il y en a qui sont assez, comme propositions, qui sont assez rigolotes, et je laisse maintenant la parole à Xavier. C'était donc à l'école polytechnique, donc on peut pas dire que ce soit un endroit où il n'y a pas un peu de sélection. Et il y avait un étudiant de 3e année, il arrive, sympa, cool, et il avait chiadé tout son papier, comme vous avez chiadé les vôtres. Et qu'est-ce qu'il dit? Moi, ma proposition, c'est on supprime tous les concours. Stupéfaction dans l'amphithéâtre composé uniquement de polytechniciens qui se sont dit, celui-là, il n'est pas des nôtres. Bon, donc vous voyez, liberté de ton, liberté de parole, et surtout, le boulot que vous faites ce soir, c'est très très important pour nous, parce que moi je veux bien donner mon opinion sur ce qui va se passer dans notre pays dans une 30aine d'années, mais très franchement, c'est important. Mais vous, c'est mieux. Voilà. Juste quelques mots pour commencer. Je vais vous dire pourquoi j'ai accepté cette invitation. Je ne suis pas le spécialiste mondial des questions universitaires. Et à la question qui nous est posée, notre modèle de formation offre-t-il une réelle égalité des chances? J'ai une réponse évidente. Non. Je ne vais pas vous manier les différentes statistiques, mais il suffit tout simplement de regarder les enfants d'ouvriers qui représentent pas plus que 12% des étudiants qui sont inscrits dans le cursus licence. On doit être à peu près à 4% doctorat pour ne pas avoir besoin d'aller plus loin. Alors, est-ce que je suis venu vous faire des propositions géniales ce soir, vous asséner des vérités? Non, pas du tout. Mais on m'a dit que ce serait un débat avec toi, mais un débat avec eux. Et en définitive, avant d'asséner des vérités, ce qui m'intéresse, c'est aussi d'avoir également votre regard à vous et d'avoir aussi vos idées à vous. Pourquoi je vais asséner des vérités? Tout simplement parce que j'ai été ministre de gouvernement, j'ai été député, et le moins qu'on puisse dire, c'est que personne n'a fait de miracle, droite comme gauche. Et que le vrai sujet aujourd'hui, c'est que si les politiques continuent à penser tout seuls dans leur coin, déconnectés des réalités, je ne vois pas pourquoi demain ou après-demain, les choses marcheraient mieux qu'hier.
personne n'est Superman, personne ne va s'inventer homme ou femme présidentielle, et que le vrai sujet qu'on a aujourd'hui, dans l'élaboration du projet politique, des idées, c'est qu'en fin de compte, on est incapable au niveau national de faire ce qu'on est encore capable de faire au niveau local. Parfois d'avoir un véritable lieu de dialogue, de véritables échanges, et on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais au moins de prendre un certain nombre d'idées. Voilà. Pour le reste, la promesse républicaine de l'égalité des chances, elle est là, elle est très belle, hein. Mais en définitive, ça n'est qu'une promesse de papier ou une promesse sur le papier. Donc votre regard à vous m'intéresse. Qu'est-ce que vous en pensez, vous qui êtes déjà à l'intérieur ou au début de ce parcours formation? Il n'est certainement pas fini. Est-ce que c'est la question des moyens? Et les moyens de qui, au fait? De l'État? C'est les moyens de la région qui met de l'argent sur les universités? Est-ce que c'est suffisamment efficace? Est-ce que c'est la relation aussi avec le travail, le monde de l'entreprise, la question phare? Ce sont autant de perches que je vous tends parce que c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui. C'est d'avoir un véritable échange et de faire ce qu'on ne réussit jamais à faire, sinon en petit comité avec quelques jeunes étudiants triés sur le volet, on ne sait pas trop comment. Là, j'ai l'occasion de vous avoir ce soir et de vous poser aussi la question. Donc, pour être clair, car je ne suis pas du genre à me défausser, clairement, à cette question posée, je réponds non. C'est la raison de ma présence ce soir. Mais comme je me suis retiré pour ma part des primaires, parce que je m'estimais, et j'ai d'ailleurs indiqué, illégitime, après les années où j'ai exercé des responsabilités nationales, pour venir dans une primaire vous dire non mais attendez, vous inquiétez pas, moi je sais ce qu'il faut pour le pays, et que je suis aujourd'hui dans une autre démarche où je décide de faire mes preuves dans ma région, dans notre région, et on verra si je réussis à obtenir des résultats, sur la question de l'enseignement supérieur, sur la question de l'université au sens large, où la région n'a pas tous les pouvoirs, mais elle a aussi quand même un pouvoir d'intervention avec un budget conséquent. Nicolas Lebas est mon vice-président chargé de l'enseignement supérieur. Qu'est-ce qui serait intelligent de bâtir ici comme projet pour justement notre jeunesse? Avec l'idée de vous former le mieux possible et avec une autre idée en tête. Je crois à la mobilité, je crois à la liberté, mais si après avoir été formé dans la région, vous aviez en plus envie de rester dans la région, je pense que je serais certainement le plus heureux des présidents de région, surtout quand la région s'appelle Hauts-de-France. Voilà ce que je voulais dire pour commencer, et pour le reste, je pense place au débat. Merci beaucoup. Je pense que vous avez mieux expliqué que moi ce qu'était le cercle des économistes. Et merci à vous, monsieur Bertrand, pour votre réponse. J'espère que les étudiants apporteront des solutions, justement. Donc maintenant, le débat. Donc, comme vous le savez, il portera sur le thème de l'égalité des chances et de la formation en général. Donc, un premier vote, justement, a été fait. Sans souci, mais bon, enfin... Voilà. Donc ensuite, 3 propositions seront faites par 3 étudiants. Vous pourrez ensuite donner votre avis, afin d'échanger, et débattre entre vous sur ces propositions pendant environ une dizaine de minutes. Après chaque proposition débattue, s'ils le veulent, interviendront monsieur Xavier Bertrand et monsieur Jean-Hervé Lorenzi. Vous voterez ensuite en validant ou rejetant la proposition qui vient d'être faite à l'aide du système de vote dont nous disposons. Donc, tout d'abord, je vais appeler Yasmine Jaloun, qui va vous exposer ses propositions sur le décrochage scolaire à l'université. Eh bien, bonjour à tous. Pour me présenter, je suis Yasmine Jaloun et je suis actuellement étudiante en 2e année du TUT GEA, donc gestion des entreprises et d'administration. J'ai un parcours assez atypique étant donné que ma première année, je l'ai commencé à la faculté. Et pour plusieurs raisons, je me suis amenée à modifier mon parcours scolaire. Donc j'ai trouvé la solution du SRT, donc du semestre de réadaptation tertiaire, qui était proposé par Lille 1. Et notamment par l'IUT et pour la formation GEA. Ce qui m'a permis en fait de valider ma première année en quelques mois et par la suite donc partir en 2e année directement.
Par ailleurs, il faut noter que je suis en contrat actuellement avec le service des sports de Lille 1, donc ce qui fait que je combine 2 statuts. Alors moi, je me suis intéressée au thème du décrochage scolaire à l'université. Pourquoi ? Parce que il faut savoir que le décrochage scolaire concerne un quart des étudiants en première année et que seulement 43,8% des étudiants accèdent à la seconde année. Ce sont des notes qui ont été délivrées donc par le ministère qui sur l'année 2012-2013. Alors ensuite, on peut amener à se poser comme question que pourquoi les étudiants vont décrocher en fait en première année. Il y a plusieurs raisons. La première, ce serait que les étudiants ne sont pas retrouvés dans la formation dans laquelle ils sont inscrits, notamment par des matières qui sont trop généralisées, ou encore un manque d'encadrement. Parce qu'il faut savoir que passer du lycée, qui est un encadrement très prononcé, à la faculté où on demande à l'étudiant une certaine autonomie, n'est pas souvent facile pour un étudiant. Alors à partir de tout ça, j'ai établi une proposition qui serait la faculté pro. Alors la faculté pro, il y aurait 2 caractéristiques. La première, en fait, ce serait une formation à la carte où les étudiants pourront établir en fait leur propre formation en choisissant les matières en fonction de leur futur projet professionnel. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand j'étais à la faculté, j'ai remarqué que on me disait souvent que les matières sont un peu trop générales, cette matière-là ne m'intéresse pas. J'ai envie de me spécialiser directement vers le projet professionnel dans lequel j'ai envie de m'orienter. Donc voilà, ce serait d'une part augmenter la motivation de l'étudiant en se concentrant au maximum sur les matières dans lesquelles il veut étudier, mais en construisant un projet professionnel qui correspondrait à des chefs d'entreprise qui chercheraient par exemple une certaine diversification des candidatures. Alors comment ? Le but, ce serait que des responsables pédagogiques de la faculté pro établissent une sélection à partir du projet professionnel de l'étudiant, mais aussi par un entretien de motivation pour l'étudiant. Ensuite, donc ça, ce serait la première caractéristique de la faculté pro. La seconde caractéristique, ce serait la voie entrepreneuriale. Il faut savoir qu'à Lille 1, le statut d'étudiant entrepreneur est proposé à l'IAE. Ma proposition, ce serait d'un peu généraliser ce concept et le proposer à des étudiants qui sont issus de plusieurs filières, mais souhaitant créer leur entreprise. Il faut savoir que avec le livre de Jean-Hervé Lorenzi qui est ici présent, donc le livre France le désarroi d'une jeunesse, nous dit que un jeune sur 2 de moins de 30 ans souhaiterait créer son entreprise. Si on se base sur des chiffres concrets, il serait intéressant de se baser sur ce système d'étudiants entrepreneurs pour accompagner les étudiants à créer son entreprise de A à Z. Alors comment ? J'avais pensé à demander par exemple à faire un partenariat avec des chefs d'entreprise qui souhaiteraient amener et donner leur expérience à des étudiants. Donc en leur donnant des cours, oui, par exemple dans ma formation GEA, nous avons un professeur donc qui est ici présent, qui est un chef d'entreprise. Via ses expériences professionnelles, il nous indique des futurs conseils pour créer notre entreprise. Et ensuite, pourquoi pas demander à des anciens salariés de redonner des cours. Ça leur permettrait de sortir d'une retraite un peu trop précoce, je dirais, et de retrouver une activité professionnelle. Alors, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était ma proposition. Si vous avez des questions, je suis prête. Merci. Oui. Ma question, c'est quels sont les choix que les étudiants auront après le bac, autre que la faculté pro ? Alors on peut très bien proposer à la faculté générale cette fois l'essai de 1 mois qui concernerait tous les étudiants. Cet essai de 1 mois va permettre va permettre à l'étudiant de se trouver dans cette voie. Et en fait, à la fin, on va proposer par exemple un bilan avec l'étudiant pour savoir s'il continue ou alors s'il passe par la faculté pro. Voilà, ce serait une proposition pour un étudiant qui souhaiterait s'orienter vers
vers notre choix, mais aussi on peut proposer aussi un autre essai, c'est-à-dire que l'étudiant pourra s'expérimenter dans un travail, parce qu'il faut savoir que par exemple en Suède, les étudiants reportent leurs études 2 ans après le bac. Et ça concerne 50% des étudiants. Il faut savoir qu'en France, ce taux est à 2%. Donc voilà, ce serait intéressant à développer pour les étudiants, enfin pour leur choix. Merci. Une autre question. En attendant, je peux poser une question ? Oui, allez-y. 1 mois, c'est en définitive pour découvrir vraiment la formation, c'est bien ça ? C'est bien ça. 1 mois, c'est suffisant ? Bon, j'ai mis le 1 mois parce que il peut y avoir des notes, on peut avoir des repères en fonction des notes que... Ah, vous allez jusqu'aux notes pendant le premier mois ? Non, pas forcément, mais on peut découvrir la faculté. C'est pour comprendre. Non, bien sûr. Mais on peut découvrir les matières, on peut découvrir le lieu si l'encadrement nous correspond. Et je pense que 1 mois c'est suffisant. Moi, en 2 semaines, j'étais fixée par exemple par la faculté. Moi, je crois à cette idée de à l'essai pour découvrir, parce que ça règle aussi une partie de ce que l'orientation ne sait pas régler. Et là, si je me tourne vers le premier rang, si je me tourne vers président, directeur, c'est possible, c'est facile à organiser ce système, 1 mois de formation à l'essai pour voir si c'est la bonne voie ? C'est un peu difficile de l'organiser en 1 mois, mais on peut l'organiser en 1 semestre, puisque aujourd'hui l'université est organisée en semestre. Et c'est vrai, au bout d'1 semestre, on peut savoir si on est vraiment en situation de décrochage ou pas. Et là, on peut orienter l'étudiant sans qu'il perde l'année complète, mais on peut travailler sur ce genre de choses. Alors, pas forcément sur le diplôme, mais on peut travailler aussi sur le qualifiant par l'intermédiaire des formations sous forme de blocs de compétences, etc., pour donner aux étudiants des compétences qui leur permettent peut-être, pour certains qui n'ont pas le potentiel d'aller plus loin, de trouver un travail tout de suite et revenir dans le cadre de la FTLV et dans le cadre de la VAE, avoir un diplôme plus tard. C'est des formations qu'on peut capitaliser et chacun peut avoir à son rythme, acquérir le diplôme, mais à son rythme, en fonction de ses moyens et de son potentiel. Donc ça s'inscrit vraiment dans la vraie FTLV, formation tout au long de la vie. C'est possible et c'est vrai, l'orientation qu'on ne fait pas avant le bac, il faut qu'on puisse l'adapter et la faire après, et on peut la faire au bout d'1 semestre, mais 1 mois c'est un peu difficile. Et l'organisation des enseignements à l'université, c'est 11 semestres, et ça nous permet aussi de réorienter au bout d'1 semestre sur un certain nombre de filières. D'accord. Ouais, en fait, on est souvent assez d'accord. Donc, moi, je pense qu'on pourrait aller vers des délais plus courts si on mettait en place justement ce système de formation tout au long de la vie. C'est-à-dire qu'on soit en capacité de travailler avec les étudiants à faire l'évaluation de leur projet. Les étudiants, c'est pas seulement des étudiants qui vont venir du bac, etc. Ça va être aussi des apprenants tout au long de la vie, et qu'on soit en capacité de construire avec eux des parcours et donc des choses plus à la carte. Alors, on ne pourra jamais faire dans la dentelle, c'est-à-dire des parcours très très personnalisés, mais on pourra faire des parcours assez personnalisés. Et ça, je crois que c'est la voie de l'avenir, mais ça oblige à repenser quand même pas mal notre système éducatif. Bon, et ça, on y travaille, on le fait de façon un peu expérimentale. Alors, tout à l'heure, j'ai vu que vous disiez que les étudiants pouvaient éventuellement s'orienter en fonction de leur projet professionnel, mais de nos jours, c'est pas évident de le construire. Et donc, j'aurais voulu savoir si éventuellement vous avez certaines idées ou des conseils à donner à ces gens-là, qui ont envie de s'orienter, mais qui malheureusement n'ont pas forcément beaucoup d'idées, ou des fois ils s'orientent, mais mal. Et j'ai vu également que vous aviez dit une alternative qui était de créer son entreprise. La créer, c'est bien, mais pour combien de temps ? Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui ouvrent et qui ferment, malheureusement. Et puis en plus, pour la créer, il faut des moyens, chose que beaucoup de jeunes n'ont pas. Et donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez par rapport à ça et si vous avez des conseils à donner pour ces jeunes-là. Alors pour la première question, ce serait se baser sur un accompagnement par les chefs d'entreprise et par les associations.
les associations parce qu'elles pourraient en fait aider l'étudiant à établir son projet professionnel et par exemple en demandant ou en proposant à l'étudiant de travailler pendant un certain délai, ça pourra lui permettre en fait d'essayer de trouver sa voie. Enfin, moi je pars vraiment sur le principe que l'étudiant doit être encadré, ne doit pas être laissé tout seul après le bac en lui disant voici tes choix et je te laisse le libre choix de trouver ta voie. Moi je pars du principe qu'on doit être encadré. Ça, après, c'est à voir avec des associations, des chefs d'entreprise, les facultés qui intéressent l'étudiant, mais il faut vraiment partir sur un encadrement. Et ensuite, la seconde question, c'était pour la création d'entreprise. C'est sûr qu'on est dans un modèle économique qui pourrait faire peur pour créer son entreprise, qui fait peur pour créer son entreprise. Mais je pense que le chômage, enfin, un étudiant qui a un bac plus 5 n'est pas assuré de trouver un emploi directement. Enfin, je veux dire, les étudiants qui n'ont pas de diplôme, la voie de l'entrepreneuriat est faite pour eux. Enfin, on ne leur demande pas d'avoir un diplôme, avoir un bac plus 5, un bac plus 8 pour créer son entreprise. Tu peux très bien avoir un bac pro et créer ton entreprise. Donc là, moi, je pars du principe que c'est une voie à développer parce que ça concerne tous les étudiants ici de tout filière. Mais ça peut frustrer aussi l'étudiant qui a fait 5 ans après le bac et qui malheureusement ne trouve pas sa voie ou qui ne trouve pas un emploi. Donc du coup, c'est une alternative qui lui est proposée, mais c'est pas ce qu'il voulait en amont. Ah bah si, parce qu'il peut avec ses compétences et ses envies, créer son entreprise plutôt que de travailler pour une entreprise qui lui plaît. Ce serait ma vision des choses. Si je peux me permettre, juste là-dessus, vous, dans ce que vous dites, c'est on fait 5 ans d'études et derrière on ne trouve pas d'emploi. Bah, malheureusement, il y en a. Pas tout le monde, mais... Et là, il est où le problème ? Les entreprises ont peur d'embaucher, je pense. Non, c'est pas seulement ça, c'est que si vous faites 5 ans et que derrière il n'y a pas d'emploi, c'est que personne n'a eu le courage de vous dire que c'est des formations qui sont peut-être géniales, mais qu'il n'y a pas d'emploi à la clé derrière. Et ça, c'est l'hypocrisie française. C'est qu'il y a des formations qui sont passionnantes, mais seulement est-ce que derrière, notamment dans votre région, il y a les emplois disponibles ? Je dis ça parce que moi, ce que je voudrais mettre en place pour toutes les régions, pour toutes les formations, quelles qu'elles soient dans la région, c'est d'indiquer à l'issue ce qu'il y a comme emploi disponible dans la région. Aussitôt après les études et 3 à 5 ans après. Ça vaut ce que ça vaut, mais cette transparence-là, elle existe dans certains pays, elle n'existe pas en France. Parce que ce que je voudrais, c'est qu'on rentre dans les études en se disant, normalement, il y aura ça comme débouché. Parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on forme dans plein de domaines, alors qu'on sait pertinemment qu'on forme plus de gens qu'il n'y aura de débouchés. Et après, ça crée que du malheur. Et ça, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on le mette en place, formation supérieure, mais pas seulement, à tous les niveaux, parce que c'est quelque chose qui fait défaut. Ça ne règle pas la question de l'orientation que vous avez évoquée les uns et les autres. Mais je pense que cette question-là des débouchés, elle est plus importante qu'on le pense. Excusez-moi de monopoliser, mais ça, c'est des sujets qui me passionnent vraiment. Tu voulais pas prendre le micro, toi aussi ? Oui, non, je voudrais juste rajouter, sur le tutorat, je trouve qu'on devrait utiliser les étudiants de 2 ou 3 années qui sont entrés dans l'université 2 ou 3 années auparavant. C'est un très bon tutorat. Parce que si je réponds à la question que vous avez posée, est-ce qu'on est sûr de trouver un job ? Bon, de toute façon, la vie n'est jamais totalement sûre. Mais imaginons que les voies ont été bien balisées. Qui peut mieux qu'un étudiant qui est déjà parti dans cette voie-là pour essayer de vous montrer que votre choix est astucieux et finalement vraiment positif. Alors, comme toute solution, elle n'est pas parfaite. On peut vous poser 25 questions qui montreront que vous n'avez pas réponse à tout. Vous n'êtes pas encore professeur, donc vous n'avez pas réponse à tout. Mais après ça vient rapidement. Un bon professeur. Enfin, tu as fait... Non, bon. Mais je trouve que c'est une idée très révolutionnaire, et je vais vous dire, elle est doublement révolutionnaire, parce que si on fait ce que Xavier Bertrand dit, c'est-à-dire qu'on affiche les emplois, ce qu'on peut imaginer des emplois à 5 ans, c'est-à-dire on commence à parler vrai sur le marché du travail. Si par ailleurs, on sort de cette incroyable hypocrisie sur la sélection, je rappelle juste que plus de la moitié des étudiants qui sortent du bac en France vont dans des filières qui sont des filières sélectives. Puisque tout le monde a compris que les filières sélectives sont des filières qui favorisent plutôt l'insertion sur le marché du travail. Et là, ce que vous nous proposez, c'est une solution intermédiaire qui sort
du baratin dans lequel nous sommes, qui consiste à dire n'importe qui peut faire n'importe quoi, ce qui est idiot. Certains d'entre vous sont doués en mathématiques, d'autres en physique, d'autres en trucs. Mais si vous êtes doué en philosophie, vous n'êtes pas forcément doué en mathématiques. Or, vous avez la possibilité de rentrer dans un secteur qui n'est pas le vôtre. Donc c'est absurde, cette affaire. Mais c'est au fond à vous finalement, de bâtir votre propre cursus en fonction de votre souhait de sortir vers un job, mais aussi avec une perception des compétences que vous avez. Et donc, je trouve que la solution, si on lui trouve un joli petit terme, elle est très, très, très astucieuse. Je ne sais pas si vous avez... Quel est le pourcentage de gens qui vous soutiennent ? On verra ça après le vote. On verra ça tout à l'heure. Mais moi, si on me demande mon avis, je suis pour. Merci d'avoir répondu à mes questions. Excuse-moi. Moi, je voulais revenir sur la remarque de Monsieur Bertrand. Déjà, dans un premier temps, je trouve que votre proposition est vraiment très intéressante. Mais en sortant du bac, parce que j'encadre des lycéens avec mon association, ils sont un peu lâchés dans la nature. Et en plus de ça, pour en particulier ce qui peut expliquer le décrochage à l'université, ils sont pas vraiment encadrés et ils cherchent pas à aller vers certains cursus parce qu'ils les jugent pas. Ils jugent qu'ils sont pas capables de les réaliser en fait. Donc cette proposition là est très intéressante parce que justement ça va leur permettre d'avoir une autre vision et de se recentrer en fait sur leurs capacités propres. Mais ça pose le problème aussi de l'enseignement en France. Il faudrait le revoir complètement en fait. C'est une vision totalement différente que l'on a par exemple dans les classes préparatoires, parce que j'ai fait classe préparatoire en fait, et dans les écoles d'ingénieurs ou les écoles de commerce, etc. Voilà, mais je pense que c'est une des propositions qui, à l'heure actuelle, a vraiment un futur très, très bon. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pensent les autres. Mais... Merci. Ça vous prend beaucoup de temps d'en suivre quelques-uns de lycéens ? Un petit peu, oui. Concrètement ? Concrètement, ça me prend 1 heure à 2 heures par jour pour organiser. Je suis président de l'association en fait, donc je dois un peu organiser les choses. Le plus difficile dans mon école, c'est d'intéresser les étudiants à la cause des élèves, surtout les étudiants qui sont en école d'ingénieur. Mais voilà, ils sont assez réluctants à s'intéresser aux élèves qui sont issus de milieux défavorisés. Et voilà, je pense que c'est une cause noble et voilà, c'est juste pour faire prendre conscience aux gens qui sont ici que c'est bien aussi cette proposition-là, parce que ça permet à des gens qui sont issus de milieux défavorisés, ou pas forcément défavorisés, mais qui ont des potentialités, mais qui n'ont pas le milieu social adapté, à réussir leur cursus. Et voilà, juste en donnant un petit peu de votre temps, ça peut être bien. C'est ce que cette proposition en fait implique. Non. Alors une question, enfin une remarque et une question qui est commune. La remarque, c'est, cher collègue Ben Chimoun, je suis pas du tout d'accord avec votre histoire de 6 mois. Ça, c'est les baratins. Le coup des 6 mois, on est sûr que ça n'aura jamais lieu. Puis un étudiant qui a démarré ses 6 premiers mois, c'est très compliqué après ça de rebâtir tout le dispositif très révolutionnaire que vous nous proposez. Donc, voilà, il faut. Et deuxième question, alors ça c'est notre question commune. Est-ce que vous êtes prêts tous à aller dans la voie qui vous est proposée par votre camarade ? T'es moins démocrate que moi, non. Qui serait prêt à accompagner des jeunes ?
Qui serait prêt, sans passer 2 heures par jour, qui serait prêt à prendre du temps pour coacher, accompagner d'autres jeunes? Pardon? J'ai pas entendu, pardon. Oui, non mais, dans l'exemple, ça j'entends bien, mais dans l'exemple qui est le vôtre, étudiant, il passe 1 à 2 heures par jour pour accompagner des lycéens, pour les guider, c'est un peu ça. C'est ça, j'ai bien compris. D'accord. Qui serait prêt à passer du temps pour cela? D'accord. Et dans ce cas-là, on prend tout le monde au mot, vous êtes tous engagés, vous signez à la sortie de l'amphi. Mais la question ne répond pas à la vôtre, qu'est vous ce que vous voulez faire, vous savez faire. Je suis d'accord, mais j'essaye juste de reprendre un peu à l'origine des solutions, en m'appuyant sur votre exemple à vous. Eh bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vais repasser le micro à... Sinon, j'avais une question aussi. Enfin, du coup, je voulais revenir sur la voie entrepreneuriale. Oui. Voilà, moi, je suis étudiante en sociologie et je voulais revenir sur la voie entrepreneuriale. Vous nous avez parlé de diplôme, etc., pour y accéder, tout ça. Mais moi, je me posais aussi la question. Enfin, je vais prendre mon exemple, par exemple. C'est ma mère est au RSA. Mon père a travaillé dans le BTP toute sa vie. Avec quels moyens j'ouvre mon entreprise ensuite? Avec quels moyens? Où est-ce que je vais trouver les sous pour ouvrir mon entreprise? Parce qu'il faut quand même penser au fait que ça coûte quand même d'acheter un local, d'embaucher de la main-d'œuvre, etc. Donc, où est-ce que je trouve les sous pour ouvrir mon entreprise? Il y a la solution des incubateurs qui peut aider tout étudiant même sans moyens de financement. Voilà, ce serait une des solutions pour créer son entreprise en n'ayant pas les moyens. Et la solution des incubateurs? Oui, on aimerait bien savoir ce que c'est quand même. Mais en fait... tout autour de moi, j'ai entendu c'est quoi en fait? Alors je suis désolée, c'est pas que je ne veux pas répondre à votre question, c'est parce qu'en fait on a un timing très serré. Alors on va passer au vote pour on va passer au vote pour recenser vos données. Juste pour répondre, un incubateur, c'est juste pour accompagner un étudiant, une personne pour créer son entreprise. Donc, on va essayer de lui donner des moyens de financement et voilà, on va essayer de tout faire pour l'aider à créer son entreprise. Voilà ce que je peux dire pour le projet d'incubateur. Merci à tous. Et bon. Donc, merci Yasmine pour cette intervention. S'il vous plaît. Donc, par ailleurs, j'ai oublié de vous présenter Monsieur Guilain Legrand. Donc, nous avons également la chance de l'avoir parmi nous ce soir. Il est directeur des ressources humaines d'Alkia Région Nord. Et il est aussi partenaire de l'appel à idées La Parole aux étudiants. Donc, il est là ce soir afin de participer à nos échanges. Monsieur... Monsieur Legrand, auriez-vous quelque chose à ajouter sur la question? Pardon. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Donc effectivement, je suis DRH de la région Nord, on l'appelle région Nord chez nous, de Dalkia. Région Nord, ça couvre les périmètres de la nouvelle région Hauts-de-France et de la région de Normandie. J'ai 1900 salariés donc dans cette région. Alors, tout ce que j'ai entendu et ce que Monsieur Bertrand a dit, ça m'est venu tout de suite, c'est... quels sont les rapports effectivement entre vos besoins, vos projets, ce que vous voulez faire. Mais n'oubliez jamais que l'emploi, c'est l'entreprise qui va le proposer par rapport aussi à ses besoins. On ne peut pas éviter le débat. Et puis aussi, l'important, c'est la formation tout au long de sa vie. J'ai entendu des propositions.
oui, ça se passe déjà en entreprise. On propose des parcours professionnels à nos salariés pour qu'ils puissent effectivement évoluer. Et aussi, on sait qu'on est dans un monde mouvant, donc il faut s'attendre dans votre carrière. Vous aurez à changer d'emploi, peut-être pas de façon totalement totalitaire, j'allais dire, mais il va falloir s'habituer, les passerelles, il va falloir s'habituer à se former tout au long de son projet. Enfin, je suppose qu'il y aura d'autres débats qui vont revenir, et j'aimerais bien aussi qu'on n'oublie pas aussi. Alors, vous représentez l'enseignement supérieur. Pour moi, l'égalité des chances, c'est aussi tout autre emploi. Et c'est aussi des niveaux de formation qui sont peut-être à des niveaux de l'éducation nationale 1-5, c'est-à-dire inférieurs à l'enseignement supérieur. Et puis, on peut pas éviter non plus le sujet de l'alternance, qui pour moi est peut-être une partie de la réponse aussi pour évoluer dans le sens d'une plus grande égalité, même si on est encore loin. Merci beaucoup, Monsieur Legrand. Donc là, les étudiants sont passés pour vous distribuer les tablettes et vous allez juger de la pertinence de la proposition de Yasmine. Donc vous répondez simplement par un oui, par un non, et on verra si la proposition est acceptée ou rejetée ensuite. Donc comme d'habitude, pour ceux qui auraient un scanner QR code ou un accès à Internet, vous pouvez dès à présent rentrer le vote et éviter ainsi l'attente de la tablette. Ah oui, pour ceux qui auraient fait l'erreur, il faut bien, ceux qui ont fait l'erreur avec le scanner QR code, il faut bien scanner le deuxième QR code, pas le premier. Le premier, c'était le test de tout à l'heure. Je pense qu'on peut fermer le... Ouais. On ferme. Voilà, donc je suis désolé, par contre on a un timing très serré, donc on a réussi à recueillir un peu le baromètre de la salle, donc on va fermer justement le test. Et on va ainsi voir. Alors vous êtes un peu plus de 53% à avoir dit non. C'est dommage. On peut quand même applaudir. Donc après cette proposition forte, intéressante, on va accueillir le deuxième étudiant qui s'appelle Paul sur le thème, sur l'école et la mobilité ascendante. Vous pouvez applaudir. Bonjour à tous. Alors je suis Paul Fernandez. Je suis comme Yasmine étudiant en IUT gestion des entreprises et des administrations. Comme nous le savons tous, c'est le rôle de l'État, et comme l'a dit Monsieur Bertrand tout à l'heure, c'est la promesse de la République, par l'éducation et donc par l'école, de permettre l'égalité des chances. Je pars de 3 constats, moi, pour cadrer ma proposition. Le premier, c'est celui des sociologues. Il est simple. Les inégalités commencent dès le plus jeune âge, et même dès la naissance. Bourdieu nous a enseigné que le capital social, le capital culturel et le capital économique d'un enfant varient selon ses parents et selon leurs propres capitaux. Une deuxième information amène mon idée. On note que dans les zones d'éducation prioritaire, donc les ZEP, les jeunes sont très souvent en difficulté scolaire, face au décrochage et à la déscolarisation. Ce sont eux qui subissent le plus les inégalités des chances. Un dernier point a permis de construire ma proposition. Il est lié au précédent, mais il est plus récent et va en s'aggravant. Il y a une fracture entre l'éducation des parents
notamment en milieu défavorisé, et entre l'éducation scolaire. Les parents se sentent clients des écoles et ne vont pas de manière automatique dans le sens de celle-ci. Cela fait perdre aux enfants un repère crucial, qui est de dire que l'école est une structure qui dispense une éducation reconnue et respectable. On a un exemple on a un exemple simple qu'on connaît tous. C'est celui des parents qui, en conseil de classe, défendent leur enfant devant un enseignant alors que l'enfant n'a rien fait pendant le semestre. Ce qui, logiquement, nécessite une sanction de la part de l'école et que cette sanction devrait être soutenue par les parents. Donc si on veut permettre aux jeunes des milieux populaires et à ceux des milieux défavorisés une certaine mobilité sociale, il faut s'y prendre dès leur entrée à l'école en mettant en place un système qui est adapté à leurs besoins. Ma proposition, elle est de réformer l'école de façon ciblée, l'école publique, de la maternelle au collège, dans les zones d'éducation prioritaire. Pourquoi dans ces zones? Puisque ce sont là que les élèves souffrent le plus des inégalités des chances, comme j'ai dit, mais aussi car le type de réforme que je vais proposer a un coût élevé et demande plus de moyens. Alors, en quoi ça consiste? Ce serait de faire des écoles publiques, faire de ces écoles construites sur le modèle des écoles citoyennes. Le but, c'est de donner des repères forts aux jeunes des milieux défavorisés, comme par exemple le lever de drapeau une fois par semaine, et de lutter contre les tensions communautaires. Permettre la cohésion et la fierté d'appartenance. Alors, ça pourrait être par le retour à l'uniforme, ou plus simplement en utilisant un vêtement fédérateur, comme un pull ou un sweat de promo. Installer un programme qui comprend plus heures de sport. Le but, c'est de lancer le débat. Il y a une chose plus importante encore, selon moi, sur le plan scolaire, c'est qu'il y ait moins de rigidité dans les programmes et un suivi qui soit individualisé. Donc donner à chaque école et à chaque enseignant la liberté d'assouplir leur programme et l'individualiser et individualiser les cours en fonction des élèves. Par exemple, abandonner une matière comme la géographie ou la biologie un moment si l'enfant ne sait même pas lire. Et ensuite, finalement, l'implication des parents, non seulement dans les sanctions, avec une méthode où ce sont les parents qui annoncent à l'élève la sanction qu'ils ont décidé d'un commun accord avec le directeur ou l'instituteur, donnant à l'enfant une vision cohérente de la relation entre son éducation parentale et son éducation scolaire. Et finalement, dans l'éducation, une implication des parents dans l'éducation, pour les maternelles et les primaires, avec la création d'ateliers et de temps de lecture où sont invités les parents, pour les impliquer dans le travail de leurs enfants. Donc en première approche, cette solution peut sembler coûteuse, mais si l'on compare le coût d'une telle réforme au coût de l'échec scolaire et même de l'échec social, je pense qu'on s'y retrouve. Vous m'entendez? Oui, ok. J'aurais juste une remarque. Votre proposition, en fait, c'est l'État qui rentre directement, qui remet en cause l'éducation des parents. Et deuxième point, donc c'est un peu difficile. Et deuxième point, vous dites qu'on fait vous proposez des ateliers où les parents sont généralement invités. Mais le plus souvent, le problème d'éducation, c'est le fait que les parents n'ont pas le temps, en quelque sorte, vu qu'ils ont plusieurs travails des fois, ou dans les milieux populaires. Après, en moyenne, en général. Après, il y a des exceptions. Voilà. Donc, votre solution, s'il vous plaît. Alors, je sais que le système a déjà été essayé par la maire de Lille, qui est Madame Martine Aubry. Ça a été essayé dans la région et les résultats ont été probants. Pour ce qui est d'inviter les parents à assister à pas des cours, mais à des ateliers, par exemple, de lecture. Et la première question, s'il vous plaît. La première question. Oui. Vous n'avez pas? Bon, ben. Si. Ah oui, d'accord. Que l'État remette en question l'éducation des parents. Selon moi, ce serait pas la remettre en question, mais ce serait aller dans le même sens. En fait, c'est que vous dites, en gros, c'est dire aux parents, vous éduquez à peu près mal vos enfants
parce que ça correspond pas aux valeurs ou on va dire au comportement désiré par l'école. Donc ce serait plus, on va dire, forcer l'intégration ou l'assimilation, comme on dit, que vraiment essayer d'intégrer et de composer avec les diversités de chacun. Et vu que là, si les parents vous lui dites non, vos enfants fonctionnent pas comme l'école, donc on va vous apprendre comment les éduquer pour qu'ils réussissent à l'école. Voilà ma remarque et ma question. Voilà. Oui. J'avais également une remarque et également une question qui vient déboucher. L'idée que vous proposez est très intéressante, mais elle soulève un gros problème. C'est pour le côté humain des professeurs. C'est-à-dire un suivi personnalisé pour chacun des élèves. Ça, c'est pas humainement gérable. Je veux dire, ma mère est professeure et même dans un cadre, quand elle a un cadre quand elle doit suivre un cadre avec ses élèves, c'est même assez éprouvant pour elle. J'ai pu le constater tout au long de ma vie. Donc, comment vous comptez gérer humainement autant d'élèves pour des professeurs? Est-ce que ça veut dire que vous recruteriez davantage de professeurs ou que vous les formeriez autrement? Ça passe d'abord par un recrutement qui est plus massif. C'est pour ça que je disais que la réforme est coûteuse. Un professeur aurait moins d'élèves. Évidemment, il faudrait que le professeur soit capable de cibler les besoins des élèves. Donc ça demande que, oui, justement, que le professeur ait ses compétences. Moi, c'est par rapport au deuxième point des programmes assouplis. En fait, je suis pas d'accord avec ça parce que assouplir les programmes dans les écoles publiques en zone d'éducation prioritaire, c'est en quelque sorte creuser le retard entre les enfants issus d'un milieu défavorisé, mais aussi et justement améliorer justement s'il n'y a pas d'égalité des chances, puisque là justement on donne la chance aux personnes, aux enfants qui disposent de parents issus de classes sociales plus élevées, et donc là, est-ce qu'on ne va pas non plus les stigmatiser, donc arriver aussi au collège, au lycée, avoir des sortes de trous, puisqu'il y en a qui n'auront pas vu ces matières. Et pourquoi? Parce que, en gros, on leur dit vous n'étiez pas capable d'assumer cette matière, donc on vous l'enlève parce que vous faites partie d'un milieu défavorisé. Est-ce que c'est... Alors, dans la proposition, il ne s'agissait pas d'enlever la matière, mais de la faire passer après ce qui est, à mon avis, essentiel. Donc, mon exemple est simple, c'est si un enfant ne sait pas lire, est-ce que c'est important de lui faire apprendre des éléments de géographie ou de biologie alors qu'il a des difficultés à lire? Justement aussi, donc arrivé au lycée, il y aura une différence. Donc arrivé au lycée, il y en a un qui connaîtra la géographie et un autre qui connaîtra pas. Donc forcément, il y aura toujours un creux entre ces deux enfants et forcément, ça donnera pas lieu à une égalité des chances, notamment dans l'enseignement supérieur. Et donc, en quelque sorte, on le dévalorise, on lui dit que tu n'es toujours pas capable. Donc, au final, ça revient toujours à la même chose. Au moins, il aura appris à lire. J'aurais... Ah, mais... Il y a peut-être une autre solution. Si je peux me permettre juste 2 secondes, il y a peut-être une autre solution. C'est à partir du moment où on voit qu'il ne maîtrise pas la lecture, c'est donc tout un travail renforcé pour maîtriser ces savoirs fondamentaux. Moi, l'un des sujets qui me tient le plus à cœur, c'est l'un des fléaux les plus sournois, c'est l'illettrisme. L'illettrisme. Parce que, une fois, je tenais une permanence de mère, une dame vient me voir et je lui dis, mais est-ce que vous répondez aux petites annonces? Elle dit, vous savez, répondre aux petites annonces, déjà, quand je vais faire mes courses au supermarché, j'amène mes enfants. Je dis, madame, tout le monde y va avec ses enfants au supermarché. Elle dit, non, c'est parce que moi, je ne sais pas lire, monsieur. Alors déjà, répondre aux petites annonces, vous voyez, c'est un peu compliqué. Et c'est la raison pour laquelle j'avais mis en place dans ma ville, Saint-Quentin, et je vais le faire aussi, des actions vraiment importantes sur l'illettrisme. Quand vous ne savez pas lire, vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Et une fois, un gars dans une entreprise, je dis, vous avez vu le nouveau contrat de travail, la consoeur? Il me dit, vous savez, votre contrat de travail, moi je signe, je ne sais pas lire. Et donc la question, il ne faut pas dire, il ne va pas apprendre la géographie, il a raison le monsieur. Mais c'est tout simplement, qu'est-ce qu'on fait pour déjà maîtriser la lecture? Et ça commence très tôt et c'est tout au long de la vie. J'ai mis en place un système, un enfant de 0 à 3 ans dans ma ville, systématiquement tous les trimestres, les parents peuvent prendre gratuitement un livre pour constituer une petite bibliothèque à 3 ans. Et ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi tout un accompagnement ensuite
avec aussi du lien générationnel et un suivi renforcé pour ceux qui savent pas lire. Mais là où il a raison, vous pouvez tourner ça dans tous les sens. Histoire, géographie, la première des choses à maîtriser, c'est la question de la lecture, lire, écrire. Et tant qu'on n'a pas ça, c'est vrai que derrière, toute l'orientation, tout le reste, ça ne sera que décrochage, décrochage et retard. Je suis plutôt d'accord avec lui. Non, je dois pas voter là, moi. D'accord. Mais je suis plutôt d'accord avec ce qu'il dit, le monsieur là. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Suleiman Derboche, je suis étudiant en droit. Et en fait, je suis assez d'accord avec ta proposition. Cependant, je pourrais pas la voter en l'état, mais en fait, alors je suis d'accord avec toi, mais alors, excuse-moi, parce que j'entends des choses. Alors, parce que en fait, je voudrais reprendre par exemple l'étude de Bourdieu et de Passeron, qui dit que dans les milieux les plus défavorisés, on voit que les parents qui qu'ils ont considéré l'école comme un fardeau, comme un fléau pour eux, parce qu'on les allait à l'école, on leur disait d'apprendre, apprends ceci, et ils se retrouvent devant les examens et se taper des mauvaises notes, faut le dire. Et en fin de compte, je suis tout à fait d'accord avec le fait d'amener les parents à l'école. C'est pas, par contre, je suis pas d'accord le fait d'éduquer les parents, parce qu'on va pas parler d'éduquer les parents, mais c'est vraiment pas mal de leur redonner confiance en l'école, pouvoir leur donner la confiance qu'ils peuvent avoir envers l'école pour leurs enfants. Et donc ça, sur ce point, je suis d'accord avec vous. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et donc sur ça, je suis d'accord. Par contre, le fait du programme assoupli, là, je suis assez sceptique. Cependant, il faudrait quand même donner plus de liberté aux professeurs, et parce qu'on remarque aujourd'hui les professeurs, lorsqu'on voit que leurs enfants, que les élèves se retrouvent en difficulté scolaire, on leur dit lis, apprends et imite. Alors, je pense que on ne doit pas se limiter à imiter, mais à vraiment les accompagner, et donc plus de liberté aux professeurs et non à un programme assoupli. Bonjour. Je suis là. Moi, je m'appelle Eva, je suis en première année d'économie à Lille 1, justement. Donc moi, je suis pas du tout d'accord avec mon camarade ici présent. Je trouve que l'idée de demander aux parents de venir, qu'on leur apprenne, j'ai pas du tout aimé ce mot déjà, parce qu'en fait, je trouve que au final, donc au final, je trouve que on essaie de justement d'effacer les inégalités, d'effacer justement comme on dit, on a souvent vu en écho le fait que à l'école aujourd'hui on apprend quoi, on apprend entre guillemets l'histoire, c'est un peu basé sur les classes sociales supérieures, et au final tu es en train de nous dire qu'il faut qu'on apprenne ça aussi aux classes entre guillemets populaires, et moi je suis pas d'accord. Je dirais plus qu'il faudrait adapter, qu'il faudrait modifier, adapter, spécialiser, mais il faut pas imposer. On peut pas imposer un modèle d'une classe supérieure aux classes populaires, parce que encore une fois, ça ferait quoi? Ça n'apporterait rien, ça n'apprendrait rien au final. Et l'idée d'assouplissement, oui, non, c'est pas possible, parce que au final, encore une fois, les élèves auraient un retard. Et surtout, pourquoi que aux ZEP? C'est ça ma question. Pourquoi pas toutes les écoles? Pourquoi que aux ZEP? Alors, non seulement pour le coût que ça représente, mais aussi parce que c'est dans les ZEP, je suis sûr que tu seras d'accord avec moi, qu'il y a le plus d'inégalités. Oui, d'accord, mais donc au final, là, encore une fois, tu vas régler le problème uniquement chez une minorité. Je pense que le problème de ce retard d'éducation, ça se trouve pas que en ZEP, ça se trouve environ partout, sauf dans peut-être les écoles privées, on va dire, et je pense que dans plein d'écoles publiques, il y a ce genre de problème, il y a ce genre d'inégalité, et c'est pas uniquement dans les ZEP, enfin... Bon, c'est mon avis. Comment? Il y a peut-être... Et justement, pour continuer sur le même modèle qu'Eva, dans les ZEP, c'est vraiment des personnes en général, qui sont, c'est des zones prioritaires, donc c'est plus des personnes qui auront du mal que des personnes qui sont en école publique. Et c'est là qu'on retrouve encore un plus gros fossé, parce que il y aura des personnes qui seront formées grâce à l'héritage familial,
et par rapport à des personnes qui seront plutôt perdues en école publique, parce que en ZEP, ce sera plus le même schéma, ce seront plus des élèves qui ont du mal et tout ça, alors que en école publique, c'est aussi un problème qui se retrouve, et je trouve que justement, il faudrait aussi trouver des solutions pour les écoles publiques, parce que comme Eva l'a dit, ce sont des minorités, et peut-être que s'intéresser aux écoles publiques changerait les choses, parce que justement, on s'intéresse peut-être un peu trop aux ZEP, et qu'il n'y a pas non plus encore là d'égalité au niveau de comment on s'intéresse aux choses et la façon d'appréhender les choses non plus. Ben merci à tous de m'avoir écouté. Je crois qu'on va passer au vote, donc je vous repasse Samuel. Oui, il y a encore un thème. Ouais. Oui, s'il te plaît. Pas de soucis, t'inquiète. Bon, en tout cas, merci d'avoir écouté Paul. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a suscité débat. C'est bien, parce que c'est exactement ce pourquoi on est là. Donc là, on va passer au vote. Donc comme tout à l'heure, même exercice. Vous allez dire si vous trouvez la proposition pertinente ou non. Pareil, même chose pour ceux qui ont les QR codes, enfin le scanner QR code. Vous pouvez vous référer au thème 2, Paul Fernandez. Eh bien, merci à tous d'avoir voté. Donc, les résultats vont s'afficher en direct et nous allons voir si vous avez accepté ou non la proposition de Paul. On peut quand même l'applaudir. Maintenant, passons à la suite, si vous le voulez bien. Donc, enfin, troisième débat et dernier thème plutôt. Ce sera au tour d'Alexandre, qui vous présentera sa proposition, allant plutôt vers un financement mixte des universités. On peut l'applaudir. Alors bonjour à tous, je m'appelle Alexandre Delplace, je suis en deuxième année de licence de sciences politiques à la fac de Lille 2. Donc je vais vous parler du financement mixte des universités, avec tout d'abord un constat qui est que face au rendement et à l'efficacité des écoles privées réservées en partie à une élite, un consensus semble s'établir quand même sur les manques des moyens dont pâtissent les universités en France, contribuant à les classer en queue de peloton dans les classements internationaux. La première université française dans le classement de Shanghai pour l'année 2015 et seulement à la 36e place, c'est l'université Pierre et Marie Curie. Une étude de l'INSEE sur la répartition des dépenses publiques de l'enseignement
supérieur et des aides associées démontrent qu'une augmentation des frais d'inscription, sauf à les multiplier par 20 ou par 30, ne représenterait qu'un apport négligeable dans le système de financement de l'enseignement supérieur, et ne répondant pas aux problèmes posés, mais aggravant les inégalités dans l'accès à l'enseignement supérieur. La question est donc la suivante: quels moyens pour remédier à ces problèmes de financement et d'efficacité de nos universités? Alors, pour cela, je vais vous faire une proposition qui est le financement mixte. Alors, tout d'abord, un financement privé des universités par les entreprises qui permettrait aux universités de s'équiper matériellement et aux entreprises d'avoir une vue sur les recherches et de financer celles-ci, car les entreprises ont quand même une responsabilité sociale dans le sens où elles font vivre des familles, elles embauchent des salariés, et ce serait pour les entreprises aussi un gain de réputation et de popularité. Alors, j'insiste ensuite sur les partenariats entre les entreprises et les universités, et notamment sur les contrats en alternance dont a parlé Yasmine tout à l'heure, je pense, qui permettent aux universités d'avoir des jeunes, aux entreprises d'avoir des jeunes formés théoriquement et en pratique, puis aux élèves d'avoir un meilleur accès à l'emploi, et de voir surtout à court ou à moyen terme, alors que les universités donnent plus des visions à long terme. Par exemple, moi je suis en licence de sciences politiques, je l'ai dit, à la fac de droit, et on peut faire des cursus allant de 3, 5, aller jusqu'au doctorat, et c'est extrêmement long. Là, ça propose une solution plutôt courte pour les étudiants. Un autre moyen est d'attirer des investisseurs particuliers, notamment sur le système américain où des philanthropes viennent investir dans les universités pour financer des recherches, mais aussi pour aider parfois les plus défavorisés. Pour cela, il faudrait le développement d'une culture du don qu'on n'a pas du tout en France, et pousser donc les plus grosses fortunes à investir. On voit que par exemple Bernard Arnault investit dans la culture. Pourquoi pas forcer certains à investir dans les universités? Ensuite, le financement mixte doit être quand même un financement par l'État pour un meilleur ancrage sur le territoire, et ce qui permettrait aux jeunes d'accéder plus facilement à l'enseignement supérieur avec des programmes de promotion des universités dans les collèges, les lycées, et se baser un peu sur ce qu'a dit Paul, c'est-à-dire que ça commence dès le plus jeune âge. Je suis d'accord dans ce que je dis là, que l'accès à l'enseignement supérieur et aux écoles privées, publiques, etc. N'est pas égalitaire, mais en se basant sur les propositions de mes camarades et sur vos propositions juste avant, on pourrait déjà égalitariser, si ça se dit, donc à la base, et ensuite partir vers un accès plus ouvert, avec une régulation des frais de scolarité pour un accès toujours ouvert, sachant que le budget pour l'enseignement et la recherche pourrait être augmenté. Cependant, j'ai mis une petite réserve là-dessus, en me basant sur la théorie de l'incrémentalisme de Charles Lindblom, qui consiste à expliquer que les actions politiques qui sont prises ne peuvent l'être qu'en périphérie, parce que le budget, on le sait très bien, le budget ne peut pas être changé en entier et ne sera jamais changé en entier, parce que les hommes politiques ne peuvent pas agir sur toute la sphère économique, politique, etc. Ainsi, la modification du budget serait très faible, environ 5%. Je finirai en proposant une sélection à l'entrée des universités. C'est un débat qui revient souvent, d'ailleurs, qui revient chaque année, et qui serait intéressante pour augmenter le niveau dans nos universités et les mettre en concurrence les unes avec les autres. Pour remonter dans les classements internationaux, les universités feraient leur sélection sur leurs propres critères de recherche. Cela passerait par des entretiens ou par une sélection sur dossier. Ceci est une solution pour laisser l'entrée ouverte à tous. Je dis bien sans essayer d'augmenter les frais de scolarité, toujours dans une faculté gratuite, si on peut dire, toujours avec un système de bourse qui permet de baisser les frais de scolarité, d'aider les jeunes quand même, les jeunes étudiants
à pouvoir se loger sur leur lieu d'études, à pouvoir vivre tous les jours. Et de gommer les écarts, avec aussi les universités étrangères, parce que quand on regarde les classements, on est quand même assez loin. Bonsoir. Ce qui est bien avec ta mesure, c'est qu'on voyage, parce que j'ai vraiment l'impression d'être aux États-Unis, mais on reste en France, et ça, c'est vraiment cool. Après, moi, j'ai vraiment l'impression d'entendre et de voir ce qui pourrait être appliqué avec cette mesure, comme dans les prisons, par exemple, avec les partenariats publics-privés. On sait que c'est quelque chose qui coûte très cher, qui est très inefficace, parce que l'argent qu'on met dans les partenariats, dans ce genre de partenariat, par exemple, on peut pas le mettre pour la réinsertion des personnes détenues. Dans les hôpitaux également, enfin, on voit, globalement, moi, ce que je pense, c'est qu'on peut pas faire du management à partir des services publics, que ça fonctionne pas. Il y a plein de trucs sur lesquels on peut pas faire d'argent. Et malheureusement, si on fait du financement mixte, moi, j'ai peur de ces dérives-là. Par exemple, est-ce que les formations qui sont trop coûteuses, est-ce qu'elles vont encore être assurées? Est-ce qu'on pourra continuer à faire des programmes pour l'égalité des chances, justement, le thème de ce soir, donc les universités qui vont dans les écoles, dans les lycées, etc., pour dire de faire des programmes accessibles, etc. Et surtout, alors là, la finale avec le sélection à l'entrée des universités, je vois absolument pas en quoi ça peut faire réduire les inégalités. Enfin, on montre bien que tous les concours sont inégalitaires et, enfin, clairement, désolé d'être un peu virulent, mais je trouve que c'était sûrement le pire des mesures. Alors, je vais d'abord répondre à ta deuxième question sur le fait que ça fait pas baisser les inégalités. Il y a dans toutes les universités étrangères, il y a des gens, des étudiants super formés qui sortent et qui sont considérés par nos entreprises parfois comme des gens plus diplômés que nous, plus compétents que nous. Alors peut-être qu'elle est pas entre les Français l'inégalité, mais elle est aussi avec les étrangers et les pays voisins. C'est la différence entre un modèle, entre guillemets, qui favorise les élites et ceux qui essaient de faire monter le plus de monde, de les faire monter tous ensemble. Voilà. Je veux bien. On n'a pas la même vision des choses, c'est tout. Attendez, mes amis, avant d'applaudir, il faut quand même qu'on réfléchisse. Le système d'enseignement supérieur français n'est pas, comme vous a pas échappé, uniquement fait de l'université. Il vous a pas échappé qu'il y a en réalité deux systèmes qui existent, qui coexistent. L'un, c'est celui des grandes écoles, qui fait beaucoup d'élèves. Il fait beaucoup d'élèves aujourd'hui. Je rappelle que 50% des jeunes de votre génération, à la sortie du bac, rentrent dans des filières sélectives. 50%. Y compris, évidemment, les IUT, qui sont considérés comme une filière sélective. Et quand vous réfléchissez bien, moi, j'ai une position qui est juste celle de se dire qu'il faut s'interroger. Pas de position de principe. C'est un tout petit peu plus compliqué que ce que vous dites. Au jour d'aujourd'hui, vous sortez vous passez un concours, une sélection, vous rentrez dans une grande école. Est-ce que c'est égalitaire ou non, à votre avis? Non. Et pourtant, vous êtes d'accord que n'importe qui peut rentrer. S'il est doué en maths, par exemple, quelqu'un qui est très fort en maths, il rentre dans une préparation, il rentre dans une école d'ingénieur, il rentre à l'école polytechnique. C'est inégalitaire? Pourquoi est-ce que ce serait inégalitaire? Il a été sélectionné sur sa capacité à être fort en maths. C'est ce qu'on appelait... Alors, je vais nuancer tout de suite. Mais juste, vous pouvez pas... Alors, je redeviens prof à l'instant. Vous pouvez pas balayer les sujets uniquement sur 2 ou 3 slogans. Puisque le système de fonctionnement de l'université... C'est pas la peine d'être aussi virulent. Enfin, je présentais juste mes opinions. Pas la peine de me réduire en disant que j'ai des raisonnements trop simplistes. Non, je ne suis pas virulent et personne ne pense que je... Je rends le micro sinon je vais m'énerver. Ben non, monsieur, vous allez discuter et je ne suis pas virulent avec vous. Vous avez l'impression que je suis virulent? Bon alors, voilà. Donc gardez votre micro et vous allez m'opposer des arguments parce que nous sommes dans une discussion et c'est normal de ne pas avoir les idées. Je vous juste pose une question. Est-ce que vous jugez que le système j'allais dire par exemple de rentrer dans une école d'ingénieur qui est fait sur un concours,
sélectif. Est-ce que c'est inégalitaire? Oui. Ok, alors voilà, vous voyez, je ne suis pas virulent, à vous la parole. On sait très bien que les gens qui viennent de ZEP, par exemple, on en parlait à la question d'avant, n'ont pas les mêmes moyens de réussir à ces concours. Et c'est pas une question d'intelligence. C'est une question de moyens qu'on peut donner, etc. Il y a des classes qui sont... moi, par exemple, j'ai eu la chance de pouvoir aller dans le privé, donc j'ai la chance de pouvoir aller à la fac. Et je sais que le gamin qui est issu du BTP, qui va dans un lycée, qui a peut-être pas les mêmes conditions que moi j'ai pu avoir, il aura peut-être pas la chance d'aller à la fac. On n'a pas tous les mêmes chances de base. Oui, mais vous n'êtes pas tout à fait... On n'a pas tous les mêmes parents derrière, les mêmes formations. Mes parents ont pu m'aider pour faire mes devoirs, mais peut-être que tous les parents ne peuvent pas aider à faire les devoirs, par exemple. Vous avez parfaitement raison, mais c'est pas exactement ce que la discussion telle que j'ai entamée avec vous. Je reprends ma question. Vous avez raison, évidemment que si on a des parents qui peuvent vous aider, etc. Mais on va prendre le truc le plus simple, qui est que vous rentrez dans une école d'ingénieur, il faut être fort en maths. Est-ce que c'est égalitaire ou inégalitaire? C'est une question. Je dis, j'ai pas de réponse. Je vous pose la question. Pas l'histoire de dire il y a les parents qui aident. Évidemment que notre système en France, comme d'ailleurs partout, est inégalitaire. Juste la question de savoir si rentrer dans une école d'ingénieur, c'est égalitaire ou non sur un critère d'épreuves qui sont des épreuves de maths que vous faites au bout de 2 ans ou 3 ans de préparation. C'est juste cette question-là. Moi, je vous demande pourquoi il est bon en maths. Voilà. Bon, vas-y. Pardon. Vous avez donné une réponse. Je suis pas sûr qu'elle soit aussi simple que ça, parce que franchement, je sais pas ce que vous valez en maths, mais quand vous avez des étudiants qui sont plus ou moins forts en maths. C'est pas uniquement une question de l'environnement dans lequel ils sont. Résoudre un problème de maths, ça n'est pas qu'un problème. Nos réponses sont trop simples, c'est pas le cas. Pardon. On n'a pas le temps, mais nos réponses sont pas trop simples, c'est pas vrai. Mais oui. Merci. Enfin, après une persévérance assistée, j'ai fini par avoir le micro. Je reprends la parole. À mon camarade pour illustrer ce point. Alors, juste les statistiques de l'Observatoire des inégalités sur les élèves ingénieurs. Alors, 50% ont des parents cadres ou professions intellectuelles supérieures. 5% sont enfants d'ouvriers et 6,4% enfants d'employés. Donc, on peut se dire, c'est naturel en étant enfant de cadre ou d'ingénieur d'être bon en maths. Et c'est pas naturel d'être bon en maths quand on est enfant d'ouvrier, mais je pense que là, le point est difficile à soutenir. Merci à vous. Là, on veut bien votre réponse, par contre. Là, pour le coup, ça m'intéresse. La réponse est évidente, parce que vous avez raison et j'ai raison. Vous avez raison dans le fait qu'évidemment, mais non, mais attendez, on peut regarder les arguments des uns et des autres. Vous avez raison dans le fait qu'évidemment, vous êtes poussé à faire des études dans la mesure où vous venez d'un milieu plus favorisé. Je ne remets pas une seconde sans cause. À part ça, il y a un moment où vous passez des examens, des concours sur lesquels vous êtes plus ou moins fort dans telle ou telle discipline. C'est n'importe quel prof ou n'importe quel étudiant, c'est ça. Donc voilà. Mais ce qu'on défend, c'est que les aptitudes, elles dépendent des conditions sociales. Pas toujours. Mais pas toujours. Je viens de vous citer des chiffres qui étaient plutôt très clairs, non ? Parce que moi, je suis pas forcément issu d'une famille défavorisée. Oui, aujourd'hui, il y a des contre-exemples, ça reste des statistiques. Oui. Alors moi, aujourd'hui, je suis venu pour parler de choses concrètes. Donc là, c'est vrai qu'il y a des inégalités de chance dans la formation, mais elle est beaucoup plus approfondie sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, moi, je suis étudiant en Master 2 dans une école publique. Donc j'ai passé les concours, entretien, j'ai intégré l'école. Je suis content. Les premières années, je me dis, je vais finir directeur, etc. C'est les rêves quand on était un peu plus jeune. Et là, je me rends compte que trouver un emploi, c'est pas évident. Mais avant de trouver un emploi, j'ai dû chercher un stage. Le stage,
Ça a été une épreuve très difficile pour moi. J'ai passé des moments, de longs moments pour trouver un stage et ça a fini par payer. Mais avec beaucoup plus de difficultés que d'autres. Et je trouve ça pas normal. Moi, je pense qu'aujourd'hui, l'inégalité des chances, elle est très approfondie, elle est très importante sur le marché de l'emploi. Et ce qui va faire la différence entre nous tous, c'est le réseau. C'est le réseau. Et aujourd'hui, quand monsieur le DRH est présent, ben ça m'a permis de prendre la parole et de lui dire la chose en face. Parce que quand on va en entreprise, on a les secrétaires qui nous disent oui, monsieur le DRH est pas là, il est pas disponible. Et moi, j'ai la ruse pour ça, j'ai la ruse. Je leur dis, j'ai rendez-vous avec ce monsieur-là. Ce monsieur-là, il est en face de moi, je lui dis, vous savez pourquoi je lui ai menti à votre secrétaire? Parce que sans ce mensonge-là, je serais pas en face de vous. Voilà. Donc elle est légitime, si vous me comprenez. Donc aujourd'hui, je suis motivé, je suis très motivé, j'ai des compétences, j'ai cette détermination, j'ai envie de travailler dans une grande entreprise, comme tout le monde, certainement. Mais à la fin de mon cursus scolaire, je me dis, continuer un doctorat pour travailler pour la fonction publique, pourquoi pas? Parce qu'il n'y a pas d'emploi pour moi à la fin de mon Master 2. Donc j'aimerais bien avoir un avis de la part d'un économiste, par exemple, d'un politique et d'un directeur des ressources humaines. Merci. Alors, le rôle normalement de la politique et d'un professeur de le rôle normalement, c'est d'être un réseau de ceux qui n'ont pas de réseau. C'est à ça que ça sert normalement. Les gens qui n'ont pas de réseau, qui n'ont pas de carnet d'adresse. Dans les inégalités dont on parle, c'est les parents qui connaissent par exemple des entrepreneurs qui font connaître ou qui vont permettre de décrocher un stage ou de donner sa chance. Le vrai problème, c'est quand on vous donne votre chance. Mais ça commence plus loin que ça. Vous faites une demande pour un emploi. On vous répond ou on vous répond pas? Des fois, on me répond pas. C'est rare. C'est rare. Je vous promets qu'on ne répond pas. Alors je sais pas pourquoi est le brouhaha, si c'est sur vous ou sur moi. Moi, ce que je vois permanent, ce que je tiens, c'est les gens qui disent si déjà vous pouvez intervenir, c'est pas vous qui allez me faire recruter, mais au moins qu'on ait une réponse. On commence, on n'a pas encore bossé, qu'on est déjà invisible, on nous répond même pas. C'est le premier sujet. Et là, je veux pas taper sur les entreprises qui reçoivent aussi beaucoup de demandes, mais une chose est certaine, c'est déjà la première réponse. Deuxièmement, le stage. Faut aussi dire la vérité. Le stage, il y a des associations de stagiaires qui, voilà quelques années, ont fait pression à mort pour qu'il y ait beaucoup plus de garanties données aux stagiaires. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a beaucoup d'entreprises qui disent un stagiaire c'est beaucoup plus compliqué, je prends pas. J'excuse pas, j'explique. Voilà pourquoi aujourd'hui c'est devenu si compliqué. Et le véritable rôle qu'il y a aujourd'hui, c'est de pouvoir permettre aux jeunes qui n'ont pas de réseau, de mettre le pied à l'étrier. Toute proportion gardée, c'est ce qu'on a mis en place avec le système Proche Emploi. C'est que quand vous n'avez pas accès à la formation, comme c'est le rôle de la région, elle me donne justement l'accès à cette formation avec un circuit court. Il est là aujourd'hui le problème. C'est que la première marche pour rentrer dans l'emploi, elle est hyper compliquée. Et vous dites, j'ai pas de réseau, j'ai la ruse. Si vous n'aviez pas la ruse, vous êtes comme tout le monde, vous n'avez pas accès. Et c'est justement ça qu'on cherche à faire, qu'on cherche à mettre en place. Comment on permet de rapprocher les jeunes des entreprises? Si ça se passe naturellement, on n'a besoin de personne, ça s'appelle le bon coin. Mais bien souvent, c'est plus compliqué que ça. Et souvent, il faut un intermédiaire, et cet intermédiaire, ça peut être entre guillemets le politique. Voilà, c'est à ça que sert normalement le système. C'est ce que fait un maire, c'est ce que fait celui qui organise par exemple des forums job d'été, des forums pour l'emploi. Il y a des gens qui viennent et ça permet de connecter. Ce qu'il faudrait en réalité inventer, c'est une sorte de Facebook en chair et en os ou alors un bon coin en chair et en os. On arrive à le faire de façon virtuelle avec les réseaux sociaux, mais c'est ce qu'il faudrait faire. C'est ce que normalement devrait faire Pôle emploi, mais c'est justement ce qui est à bâtir et c'est ce qu'on est en train d'essayer de chercher à bâtir, nous, en ce moment. C'est ça l'enjeu. L'économiste, c'est toi, hein? Non, moi vous avez parfaitement raison sur l'idée que le cœur du sujet, c'est le réseau, c'est la manière. Ça, c'est l'inégalité, mais absolument majeure, qui d'ailleurs démarre très tôt. C'est là où j'étais d'accord avec ce que vous dites sur le fait qu'on met les étudiants ou les enfants dans des cursus qui sont des cursus plus favorables. C'est en ça que l'inégalité que vous évoquiez tout à l'heure est
est très forte. J'avais juste un petit doute sur le fait que ça aille jusqu'à rendre quelqu'un qui est moyen en maths très fort en maths, c'est tout. Mais c'est un autre sujet. Mais sur le sujet de l'inégalité et le fait que vous arrivez finalement dans des cursus qui vous permettent de passer des concours de ceci, je suis d'accord avec vous. J'y rajoute le fait que même ceci passé, le réseau est absolument déterminé, les réseaux sont déterminants, et que la société française a vécu avec un ascenseur social qui était un véritable ascenseur social, et que cet ascenseur social a disparu aujourd'hui, et que la société française s'est segmentée en permettant en réalité à une partie de la population de se trouver dans des cursus ou dans des évolutions de vie et de carrière qui sont beaucoup plus favorables que les autres. Ça, c'est la réalité de la société française d'aujourd'hui. D'ailleurs, pas de la société française, de toutes les sociétés occidentales aujourd'hui. Rebonjour. Je pense que je peux prendre la parole. Alors, je vais simplement répondre à monsieur. Allez-y. Le DRH va répondre aussi, puisque c'est le méchant qui répond pas aux demandes qui sont faites. Alors, tout ce qui a été dit, c'est la réalité. C'est vrai que les stages, les réseaux, c'est hyper important. Après, j'ai la question aussi, on demande beaucoup aux entreprises. Accueillir un stagiaire, c'est une structure, on demande aux salariés aussi d'encadrer le stagiaire. Il faut mettre des moyens pour que ça soit bien. Comment on peut faire aussi pour aider peut-être l'entreprise dans l'accueil des stagiaires. Je pense aussi, tout à l'heure on parlait aussi de la découverte de l'entreprise et autres, les stages d'insertion à partir de la 3e, de la seconde. On accueille beaucoup de jeunes. Est-ce que c'est vraiment rentable? Est-ce que ça aide à la décision? Est-ce qu'il faut peut-être pas mieux pousser les entreprises à accueillir des stagiaires je sais pas moi, au niveau bac, au niveau études supérieures? On demande beaucoup à l'entreprise. Alors, après, on répond aux offres qui nous sont données, j'espère un petit peu quand même. On y travaille, on sait que c'est important. C'est important d'avoir des entretiens aussi, même si ça débouche pas sur quelque chose de concret. Faut pas le voir comme un échec. On apprend aussi par ça. Puis je vous ai trouvé un peu pessimiste de dire vous vouliez être directeur, mais il faut encore vouloir être directeur. Je crois que vous avez toutes les capacités. Faut avoir le pied à l'étrier, faut rentrer dans l'entreprise. Après, l'entreprise, elle vit, l'entreprise, elle a besoin de compétences, elle a besoin de talent, et on sait aider aussi. Il faut pas penser que l'entreprise a qu'un objectif, c'est de pas vous garder, pas vous faire évoluer. Si on a besoin de vous, et je peux vous assurer qu'on a des réussites. Alors, tout à l'heure, je parlais aussi de l'alternance, dont on parle très peu. Pour moi, l'alternance, c'est un pied dans l'entreprise. La pratique, le théorique, et beaucoup d'embauches se font aujourd'hui par alternance, même au niveau des études supérieures. On a des ingénieurs, on a un peu une population qui vient par le biais de l'alternance et on embauche les gens via l'alternance. Donc faut pas être pessimiste non plus. Et puis je crois que vous arriverez à être directeur. Hein. Ah, je suis rassuré. Bon, on est genre une demi-heure en retard, donc. Ouais, mais c'est enrichissant ces échanges-là. Ouais, non, mais c'est extrêmement enrichissant, mais on est quand même une demi-heure en retard. Hein. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté, même si c'était un petit moment déjà, et je vous repasse Samuel. Ouais, voilà. Pareil pour le dernier débat. Donc, vous allez voter de la pertinence de la proposition d'Alexandre. Mis à part justement ce petit débat qui s'est fait heureusement dans le respect et la politesse. Juste, enfin, reconcentrez-vous sur la proposition d'Alexandre qui était vers un financement mixte des universités, pardon. Et à vous de juger de la pertinence de cette proposition.
Alors, s'il vous plaît. Alors, je suis désolé. Monsieur Bertrand doit se retirer. En revanche, merci beaucoup d'être venu. Sans vous, ce débat n'aurait pas été le même. C'est une jolie formule, mais faut pas exagérer quand même. Non, juste un mot. Je sais pas qui finit, si c'est vous, si c'est le DRH, si c'est Jean-Hervé. Plusieurs choses quand même. On se disait quand même là, en aparté, on se disait il y a quand même du boulot. Parce que, faut dire ce qui est, la jeunesse dans les discours politiques, tout le monde vous adore. Tout le monde. Mais tout le monde fait des trucs géniaux pour la jeunesse, résultat des courses, tout est quand même galère. L'orientation, vous en avez parlé, conditions d'éducation, le permis de conduire, il paraît que c'est facile, vous connaissez la vérité, ce que ça coûte. Le premier logement, pareil, et puis aussi le premier emploi. Et ensuite, quand vous bossez, on vous demande de passer à la caisse pour cotiser notamment à un système dont vous savez pertinemment que vous verrez pas vraiment la couleur. Et après, on s'étonne que les jeunes fassent entendre pas forcément leur colère, mais en tout cas leur inquiétude. Et pourtant, il y a un potentiel d'optimisme qui est génial. Qu'est-ce qu'on vous doit ? Certainement une meilleure éducation, c'est plus facile à dire qu'à faire. Certainement une meilleure orientation. Ça, c'est l'un des sujets sur lesquels moi je promets pas le grand soir, mais c'est vrai qu'au niveau de la région, sur l'orientation, on veut mettre en place quelque chose de beaucoup plus fort. Il y a des conseillers d'orientation. Je pense qu'il faut mettre quelque chose, pas à la place, mais certainement en plus. Et puis après, il y a une chose à laquelle je crois. Parce que si c'est pour devenir universitaire, vous le disiez tout à l'heure, l'université, je pense qu'elle sait plutôt très bien faire. Est-ce qu'on peut mettre des moyens supplémentaires pour avoir des postes de doctorants ? Oui, on va le faire notamment avec Nicolas Lebas dans le cadre du projet IDEX. Mais moi, j'ai une obsession. C'est la question du travail. Et je pense pertinemment, je crois qu'il faut, parce que beaucoup de jeunes me le disent pertinemment, il faut permettre pendant les études d'avoir des bourses, je crois. C'est ce qui permet de compenser. Avec des bourses, excusez-moi, on ne sera peut-être pas d'accord, des bourses au mérite qui ont disparu, qui ont été remises moins qu'avant, mais je pense aussi que c'est le rôle de la région. Normalement, c'est l'État, mais on va remettre aussi davantage de bourses. La question aussi des prêts d'honneur, des prêts d'avance. Et derrière ça, il y a aussi autre chose à laquelle je crois, c'est que dans chacune des universités, comme dans chacun des lycées, on va mettre en place des micro-entreprises et les fameux incubateurs, pour vous répondre. C'est-à-dire un endroit où il y a des gens qui vous accompagnent dans des projets et qui vous permettent aussi de trouver des financements pour démarrer un projet. Et même si vous vous cassez la figure, parce que ça arrive dans le monde de l'entreprise, ça arrive dans la vie, qu'au moins on vous permette d'avancer. Ça fait partie des pistes que l'on a en tête. Comme une autre piste que l'on a en tête, c'est aussi de mettre en place un système de bourse pour des boursiers. Quand vous acceptez, même pendant vos études, de passer un peu de temps pour consacrer à une mission d'intérêt général, qui peut être notamment d'aider, de coacher un certain nombre d'autres jeunes. Parce que le problème qui se passe, c'est tout le temps que vous passez, c'est soit du temps que vous passez pas pour vos études, soit du temps que vous ne passez pas pour avoir un job complémentaire quand c'est possible. Donc, il y a un certain nombre de choses qui sont dans le cœur des universités, et la région, par exemple, elle met, en parlant chiffre, 140 millions d'euros par an, mais je pense que c'est pas suffisant, et qu'on a tout un accompagnement à avoir. Et ce soir, pour rien vous cacher, j'ai pris pas mal de notes sur l'iPad, parce que d'être dans cette position, on participe au débat, mais où on écoute, c'est bien, parce qu'en fin de compte, on a peu l'occasion de vous donner vraiment la parole. Et si vous étiez d'accord, je le dis aux présidents, aux directeurs qui sont là, si dans un cadre, parce qu'il n'y a pas la presse, parce qu'on est loin des élections, où on peut vraiment se parler et vous faire réagir, en définitive, ça, dans le monde politique, ça ne se pratique jamais comme ça. C'est normalement le rôle des partis politiques, mais qui ne le font pas. Et donc, s'il y avait l'occasion, Nicolas ou moi, de pouvoir à la fois nous accueillir et de vous faire réagir sur des idées, c'est pas encore des propositions, sur des idées, ça permettrait d'avoir peut-être des idées qui sont beaucoup plus concrètes et en tout cas moins déconnectées des réalités. Voilà tout simplement ce que je voulais vous dire. C'était dans cet esprit que j'étais venu, pas pour faire un discours, mais plutôt pour tester des idées. En définitive, moi, j'ai pas été déçu et je vous remercie de votre spontanéité, je vous le dis franchement. Et vous savez, ça m'est pas trop arrivé ce soir. Mais je dis souvent que pour faire de la politique aujourd'hui, si on veut pas être décalé des réalités, déconnecté, il faut être à portée d'engueulade. Et pour être à portée d'engueulade, il faut pas être sur un pupitre à faire un discours et puis après partir en courant. Il faut se prêter au jeu des questions-réponses. Parce que tant que vous êtes à portée d'engueulade, c'est peut-être encore qu'il y a la possibilité de comprendre et de recevoir des messages. Je laisse la parole au chef économiste, à Jean-Hervé, mon ami.
À bientôt. Bon, moi, je suis juste, enfin, je parle au nom de toute l'équipe du Cercle, un peu ennuyé parce que normalement, on véhicule, on porte des propositions. Et des propositions qui ont été majoritairement acceptées. Alors, pas facile, puisque d'après ce que je comprends, aucune n'a été acceptée. Bon, on nage dans l'optimisme, dans le positif. Moi, je trouve, je vais vous donner mon sentiment, la dernière proposition me paraît effectivement très polémique, on va dire. Donc, on ne la garde pas. La deuxième proposition, elle est très polémique. Et on ne la garde pas. La première est très... non, mais c'est pas très honnête ce que je fais. Je dis, moi, j'ai besoin nous avons besoin de porter un message qui est un message fait par... Vous êtes 86, mais c'était très intéressant. La première proposition qui a été rejetée par 53% des voix, des 86, mais je tiens à préciser que tout le monde a voté, y compris ceux qui ne sont plus étudiants. Eux, ils ont voté tous contre. Donc je suis sûr que les étudiants ont voté tous, majoritairement, pas tous, mais majoritairement pour la première proposition. La première proposition, elle a un atout formidable. C'est un atout formidable, c'est qu'elle rebat les cartes de la perception, de l'envie que les gens ont envie. Moi, j'ai été 35 ans universitaire. J'ai fait donner des cours en première, deuxième, toutes les années possibles, imaginables. Je me suis aperçu que les étudiants, ils avaient très envie d'apprendre, mais ils savaient pas très bien ce qu'on allait leur apprendre. Donc, je vous proposerai, mais vous avez tout à fait le droit de rejeter cette proposition, que on essaye de reprendre pour nous la première des propositions, parce qu'elle porte l'idée assez simple que l'étudiant bâtit son propre parcours à travers une perception qui va pas durer 6 mois, ça va pas marcher 6 mois, parce qu'au bout de 6 mois, hop, t'es parti, il y a les examens, il y a tout le truc, etc. Mais que on fasse une véritable présentation et que les étudiants au fond se disent, moi je pensais que l'économie c'était sympa, mais franchement l'économie il y a beaucoup de maths. Alors je sais que les maths c'est pas très égalitaire, mais bon, imaginons que les maths c'est quand même un sacré critère, c'est pas très rigolo les maths, et donc j'ai plutôt envie de faire de la socio, plutôt envie de faire ceci ou cela. Donc je vous suggère, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, à ce que notre petite équipe retienne de cette soirée, d'abord que c'était extrêmement intéressant, extrêmement, j'allais dire, interactif, y compris dans les positions vigoureuses que les uns les autres, mais c'est bien qu'on ait des positions vigoureuses. Tout à l'heure, je suis ravi d'avoir défendu, non pas une position, mais une interrogation. Et puis, je comprenne cette première proposition, il faut peut-être la reformuler. Oui, c'était la faculté pro et la formation à la carte qui était proposée dans cette faculté pro. Est-ce que c'est pas bien ce que je fais, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que, tel qu'elle vient de redire, c'est exactement ce qu'elle avait dit au début, mais elle y a rajouté peut-être une autre expression, elle a mis le « et » en plus. Est-ce que ça vous paraît, vous seriez d'accord pour que dans nos affaires d'Aix-en-Provence, on porte cette proposition, non pas comme la nôtre. Non, vous n'êtes pas d'accord? Si? Peut-être qu'on peut refaire un vote. Alors les vieux se retirent de l'affaire. Uniquement les jeunes. Puis si franchement, mais voilà. Parfait. Mais moi, vous savez, si on n'a pas de proposition, je vais quand même aller me coucher. Hein, il n'y a pas de drame. Hein, il n'y a pas dans cette affaire. Je suis pas porteur de sa proposition. Je la trouve juste intéressante. Mais ok, à main levée. Alors, qu'est-ce qui est pour? Qu'est-ce qui peut faire un calcul honnête? Le président. Alors, faudrait. Vous. Comment ça fait? Non, il n'y a pas les 2 tiers. Non, une seule. Un seul. Bon, et qu'est-ce qui est contre? On va voir si on fait un chiffre. Ah, il y en a un peu moins. Hein?
Bien fait. Donc, mes amis, ça ne signifie absolument pas qu'on va faire de la promotion pour cette proposition. Il s'agit juste d'évoquer le sujet, rien de plus, rien de moins. Mais je trouve que c'était dommage qu'on quitte ce bel amphi sans avoir une idée à suggérer à Aix-en-Provence. Un grand merci à tous. Alors attendez, il faut que je remercie. Donc, dans les étudiants, Xavier Bertrand, non, il n'est pas étudiant. Il faut que je remercie, je vois plus rien. Moi. Il faut que je remercie 4 étudiants formidables. Yasmine, formidable. Paul. Yasmine est passée au second tour. Hein. Paul, formidable, mais il n'est pas passé. Alexandre, formidable, mais il n'est vraiment pas passé. Et Samuel, il n'a rien proposé, mais s'il avait proposé quelque chose, il serait passé. Donc, juste dernière chose. Au terme de cet échange, donc nous tenons juste à adresser nos plus vifs remerciements à monsieur Xavier Bertrand, qui est malheureusement parti tout à l'heure, et monsieur Jean-Hervé Lorenzi pour leur prise de parole. Nul doute que leur intervention sur le thème de l'égalité des chances et des formations a su capter l'attention de l'auditoire et a largement contribué au succès de cette conférence. Ouais. Merci à tous.